Les amis, aujourd'hui l'heure est grave. On se retrouve pour un sujet qui est très sérieux. C'est pourquoi je commence par cette vidéo de manière très solennelle. Parce que le sujet qu'on va aborder est très sérieux et parfois même épineux. Mais vous inquiétez pas, on va essayer de traverser ça tous ensemble. Tu peux me laisser finir? Je confirme, très épineux le sujet. Très épineux. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'écriture fait partie des actes moteurs les plus complexes du répertoire moteur de l'être humain et soumis à deux lois. La première loi, c'est la loi de développement céphalocodal. C'est un grand mot qui explique en gros que le bébé, quand il naît, il apprend à contrôler son corps en apprenant à utiliser les muscles qui sont proches de la tête, pour ensuite, petit à petit, apprendre à utiliser les muscles qui sont plus éloignés de la tête. La deuxième loi, c'est la loi proximo-distale, qui explique que le bébé va apprendre à contrôler son corps en partant des muscles qui sont proches de l'axe du corps. Donc, petit exemple, les mains et les doigts, si on regarde par rapport à mon axe du corps, sont quand même assez éloignés. Ce qui explique que quand le bébé, la première chose qu'il va pouvoir contrôler, ça va être ses yeux, ça va être son cou, ça va être les muscles du tronc pour pouvoir se retourner, etc., etc. Et petit à petit, il va pouvoir apprendre à contrôler ses mains, puis ses doigts, etc., etc. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est très important parce qu'en fait, on se rend compte que ce développement proximo-distal et ce développement céphalocodal, il débute à peu près à la naissance et il se termine aux alentours de 12 ans. Donc ça veut dire que de 0 à 12 ans, l'enfant est en construction, est en maturation neurologique. Stop! Tu m'expliques ce que tu fais là? Bah... Ils t'ont dit qu'ils voulaient un cours sur le développement de l'écriture? Bah non, mais c'est important de poser les bases. Vous vouliez un cours sur le développement de l'écriture? Non, on est d'accord, vous êtes là pour la dysgraphie, hein, comme moi. Bah ouais. Donc tu te dépêches et tu nous parles de la dysgraphie, s'il te plaît. Merci. On a dit que c'était sérieux aujourd'hui. Donc s'il te plaît, tu nous parles de la dysgraphie. Merci. Oui. Et me fais pas revenir. Oui. Merci. Je parle de la dysgraphie. Oui, je vais parler de la dysgraphie. Je veux pas dire, mais il est pas commode le cerveau, hein. Bref. Alors la dysgraphie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le TDAH, c'est très rare qu'il arrive qu'il soit seul. Voilà. Vous voulez bien comprendre, c'est une joyeuseté qu'on a dès la naissance, mais qui est très rarement toute seule. Grosso modo, on va dire que dans une trentaine de pourcents des cas, on a juste un TDAH. Okay? Mais tout le reste du temps, il y a soit une ou plusieurs comorbidités. Et une de ces comorbidités, c'est celle dont on va parler aujourd'hui, c'est la notion de dysgraphie. Alors, la dysgraphie, c'est un trouble de l'écriture qui va toucher à la fois les aspects qualitatifs, donc la qualité, la beauté de l'écriture, et les aspects quantitatifs, à savoir la vitesse de l'écriture. Ça se caractérise par un retard d'au moins 2 ans par rapport à la tranche d'âge en termes d'écriture, donc en termes de qualité ou en termes de vitesse d'écriture. Bien souvent, dans le TDAH, on retrouve une dysgraphie. Et autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le diagnostic de la dysgraphie, c'est un diagnostic qui est hyper complexe. Pourquoi? La première raison, c'est que de toute façon, il faut laisser le temps à l'apprentissage. Comme je viens de le dire, c'est un apprentissage, c'est 2 ans de décalage par rapport à la tranche d'âge. Donc, concrètement, un enfant qui rentre en CP n'est pas dysgraphique. Il faut quand même lui laisser le temps d'être dans l'apprentissage. Deuxième chose, la dysgraphie peut être masquée par d'autres joyeusetés. Typiquement, un enfant TDAH qui a aussi un trouble oppositionnel, on ne va pas s'occuper des troubles de l'écriture en premier. Du coup, c'est bien important de faire la part des choses. Dernier point, et pas des moindres, il faut qu'il y ait absence de troubles neurologiques spécifiques. Typiquement, si c'est un enfant ou un adulte qui a eu un trauma crânien, on ne va pas parler de dysgraphie.
même si effectivement on va considérer qu'il y a un trouble de l'écriture, mais on ne va pas pouvoir parler de dysgraphie puisque c'est un trouble, là encore c'est un trouble neurodéveloppemental, donc qui touche le développement du cerveau. Donc on ne va pas vraiment pouvoir parler de dysgraphie quand il y a eu un traumatisme ou quand il y a eu une déficience intellectuelle ou autre. Bien souvent, le diagnostic de dysgraphie, il se fait au regard du travail du psychomotricien, du travail de l'ergothérapeute, du travail de l'orthophoniste, du psychologue, de l'orthoptiste. Et c'est en réunissant les informations de tous ces professionnels-là qu'on va pouvoir dire, effectivement, c'est une dysgraphie ou c'est un autre trouble qui vient justement poser problème. Par exemple, une personne qui va avoir du mal à écrire et qui va aller chez son ophtalmologue parce qu'elle a des troubles de la vision. Chez l'ophtalmologue, il va regarder effectivement s'il y a des troubles de la vision, s'il a perdu un petit peu au niveau de la vue, etc. etc. Si à côté de ce bilan ophtalmologique, il ne fait pas de bilan orthoptique, c'est-à-dire un bilan chez un professionnel de santé qui va justement regarder comment est-ce qu'il muscle et comment est-ce qu'il utilise les muscles des yeux, comment est-ce qu'il suit du regard, comment est-ce qu'il fixe, comment est-ce qu'il louche. Cette personne va passer à côté de plein d'éléments qui vont pouvoir justement expliquer les maux de tête, les difficultés à suivre les lignes quand elle lit ou quand elle écrit, les difficultés à transposer entre le tableau qu'elle doit lire et sa feuille qu'il doit recopier, etc., etc. Et tous ces éléments-là vont justement participer au diagnostic de la dysgraphie. Donc c'est bien important, quand on a une suspicion de dysgraphie, de faire un bilan complet. Et le TDAH dans tout ça? Eh ben, l'écriture, on va dire que c'est le meilleur ami du TDAH. Non, très clairement, on va dire pas toucher. C'est vrai que je ne vais pas faire de généralité, hein, mais dans 80% des cas, quand il y a un TDAH, il y a un trouble de l'écriture associé pour 2 raisons. La première, en fait, pour écrire, il faut pouvoir se poser. Il faut pouvoir rester sans bouger. Très compliqué pour la personne TDAH. Deuxième élément, pour pouvoir écrire, il faut pouvoir organiser sa pensée. Compliqué pour un enfant ou un adulte qui a une impulsivité. Dernier élément, pour pouvoir écrire, il faut pouvoir aimer ça. Dopaminergique, ça vous dit quelque chose? Donc rien qu'avec ces 3 éléments-là, on peut se rendre compte à quel point une personne qui a un TDAH, l'accès à l'écriture peut être compliqué. Ce n'est pas toujours le cas, mais peut être compliqué. Aussi bien sur le plan de l'organisation, sur le plan de l'attention, sur le plan de l'inhibition, pouvoir s'arrêter, et que sur le plan du plaisir que l'on prend à laisser une trace. Je prends un exemple. Ça fait très longtemps que j'écris plus du tout au stylo. La dernière fois, je me suis retrouvé à écrire au stylo. Voilà. Je me suis rendu compte qu'il y avait un élément qui était très très compliqué pour moi, c'est qu'en fait, quand j'écris, j'ai tellement envie que ça aille vite, j'ai tellement besoin que ça aille vite que j'oublie des mots. Et littéralement, j'oublie d'écrire des mots. Et c'est pas que je ne sais pas comment les écrire, c'est pas que je ne les vois pas, c'est juste que je les oublie. Et donc du coup, et quand je vous dis j'oublie des mots, des fois même j'oublie des lettres, des fois même j'oublie d'écrire mon prénom. Des fois j'oublie des lettres de mon prénom. Donc voilà, c'est vraiment cette notion d'oubli en lien avec le fait qu'on a besoin que ça aille vite. Et donc du coup, entre l'écriture, c'est-à-dire la transcription de ce qu'on a envie d'écrire, le geste graphique et, mine de rien, la pression de l'environnement, c'est-à-dire que moi, bien souvent, quand j'écris, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et donc, du coup, forcément, je vais essayer d'aller le plus vite possible pour justement pouvoir repartir sur autre chose. Donc, tous ces éléments-là combinés, ça fait que l'écriture, c'est pas forcément la chose que je préfère au monde. Et c'est bien souvent le cas chez la majorité des personnes qui ont un TDAH. Ok, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Ça ne veut pas non plus dire que la rééducation de l'écriture est systématique. Alors attention, je répète, puisque c'est bien important, c'est pas parce qu'on a
une dysgraphie, c'est pas parce qu'on a des troubles de l'écriture que la rééducation du geste graphique est automatique. Bien souvent, plus on grandit et plus l'exigence qui est mise sur le plan de l'écriture, c'est plus sur une notion de qualité graphique. On ne demande plus forcément à ce que l'écriture soit forcément belle, on demande à ce qu'elle soit lisible, mais pas forcément belle, mais de plus en plus sur la notion de rapidité. Et en général, l'équation, c'est que plus on écrit vite, moins on écrit bien. Ça, c'est l'équation de tout le monde. Ok, sauf que une personne qui a énormément de mal et à qui ça demande énormément d'efforts d'être dans une écriture manuscrite. Il faut bien se poser la question de l'intérêt que ça va lui demander et l'effort que ça va lui demander de récupérer une écriture qui soit complètement lisible, alors même que l'exigence qu'on lui demande au quotidien, c'est d'être plus rapide. Parce que bien évidemment, pour pouvoir avoir une écriture plus rapide, avoir une écriture plus lisible, il va falloir qu'il ralentisse. Et donc du coup, s'il ralentit, il y a une exigence qui ne va plus être remplie. Et donc du coup, par exemple, il ne va plus pouvoir finir ses devoirs, il ne va plus pouvoir finir ses contrôles, etc., etc. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette notion de coût-bénéfice. Quel coût ça va demander et quel apport ça va demander. Est-ce que si effectivement l'écriture peut être améliorée sans avoir un détriment trop important au niveau de la vitesse, à ce moment-là, oui, effectivement. Mais si l'effort demandé ça va être trop important par rapport à l'impact que ça va avoir sur la vitesse, et à ce moment-là, le plus judicieux, c'est de passer à l'ordinateur. Ce sera beaucoup plus simple pour la personne et ce sera beaucoup moins chronophage et ça simplifie grandement les choses. Moi, mon rôle en tant que psychomotricien, ça va être effectivement de travailler à la fois sur les aspects inhibition, donc savoir contrôler son geste, savoir l'arrêter de manière fin, l'organisation, travailler sur les notions d'organisation, organisation de la pensée, organisation du geste, organisation de l'espace de travail, et ça va être aussi très important, travailler sur cette notion de plaisir, le plaisir de laisser une trace. Parce que bien souvent, quand l'écriture devient une vraie corvée, on n'a même plus envie de s'investir là-dedans. Et bien souvent, on n'a plus envie de laisser sa trace parce qu'on va se dire, oh là là, on a tellement une mauvaise image de notre propre écriture qu'on n'a même plus envie. Et donc du coup, l'idée, c'est de être déjà, dans un premier temps, de reconnecter un petit peu à cette notion de graphisme pour ensuite, derrière, retravailler un petit peu toute cette notion d'écriture et cette notion de bien-être. Est-ce que j'ai tout dit? Bah, je crois bien. Hein. Bah ouais, je crois que j'ai tout dit. Bon les cocos, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!